ce que je vous propose, entre-temps, c'est de passer à la bonne nouvelle. C'est qu'on va passer ensemble une petite demi-heure avec un entrepreneur de Zouf, un entrepreneur franco-tunisien incroyable. Si avec ce teaser, vous ne lui faites pas des applaudissements de malade mental, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Hichem Nadja. Ah oui, il faut quand même que je précise pourquoi on te fait un teaser tel que celui-ci, à une chaise aussi confortable que celle-ci. Ah, tout à fait. Voilà, la révolution dans le sens, c'est ça, c'est qu'on veut totalement détruire le décor. Si vous voulez bien enlever les chaises, si ça ne vous dérange pas. Désolée, je vous fais encore travailler, mais comme ça, ça te laissera plus de place. Non, non, non. Moi, je suis très bien avec mon pupitre. J'aime bien. Je l'adore. Je vais le garder. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à cette deuxième et dernière masterclass de la journée et on va aborder avec Hichem, justement, pour ceux qui ne le connaissent pas, un entrepreneur donc, des deux rives qui va nous permettre d'aborder le sujet sur la manière de conjuguer la deep tech et la green tech, puisqu'il représente notamment une start-up à succès qui s'appelle Anywhere. Alors, Hichem, tout le monde. Alors, peut-être que je peux poser la question. Qui parmi vous connaît Anywhere? Eh bien, une personne, c'est déjà pas mal. Regarde, regarde. Merci. Une personne qui a levé la main. Donc, tu as tout à faire pour te présenter toi et présenter ta startup. Mais c'est vrai qu'on est très, très discret. On est très discret, mais c'est un peu volontaire. Alors, peut-être avant de présenter Anywhere, j'ai commencé par me présenter. Donc, je suis Hichem Nadjar. Effectivement, je suis concitoyen des deux rives, franco-tunisien. Et pour moi, du coup, c'est un immense honneur d'être là aujourd'hui. C'est une opportunité inespérée. Donc, moi, j'ai un bagage très, très oil and gas. J'ai travaillé une bonne vingtaine d'années pour les grands groupes pétroliers, Total, Shell, et en particulier depuis 2013 dans l'hydrogène. Donc, j'étais un peu le mec de l'ombre. Donc, depuis 2013, je lançais les projets d'infrastructure en Californie et en Europe. Donc, toute l'infrastructure hydrogène sur la baie de San Francisco, l'infrastructure hydrogène sur l'Europe. En fait, je la pilotais en particulier de Paris, de mon appartement, puisqu'on faisait du télétravail depuis 2009, donc bien avant le Covid. Et du coup, c'est ce qui m'a donné toute cette expérience dans l'hydrogène. Donc, en 2021, j'ai créé une startup. Donc, cette startup qui s'appelle Anywhere. Et en fait, c'est venu d'où? C'est venu du fait que aujourd'hui, pour déployer l'infrastructure, enfin, pour déployer la mobilité hydrogène, il y a un gros problème d'infrastructure. L'infrastructure est manquante. Et pareillement, pour déployer l'infrastructure électrique, enfin la mobilité électrique, c'est très compliqué, en particulier sur certains usages. Les usages intensifs, donc la livraison urbaine du dernier kilomètre, les taxis, les chariots élévateurs. Aujourd'hui, ces usages, la batterie, des fois, ça ne marche pas. Donc, nous, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, bon, comment on va adresser ces marchés? L'autre marché qui est important pour nous, ça ne marche pas. Si, c'est bon. C'est le poids lourd. Aujourd'hui, quand on essaie de décarboner les poids lourds avec de la batterie, en fait, on transporte de la batterie. On ne transporte plus des biens. Et ce qui fait qu'en fait, l'économie, ça ne marche plus. Le poids lourd a des marges aujourd'hui très, très faibles. Et du coup, s'il doit transporter moins de biens et services parce qu'il doit charger de la batterie, il n'y arrive plus. Donc, c'est pour ça que l'hydrogène, en fait, a énormément de sens, parce que l'hydrogène, aujourd'hui, c'est un carburant zéro émission qui permet une autonomie longue, qui se refuele en quelques minutes, à la différence de la batterie qui va prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et c'est léger. Donc là, ça vient du rapport de Plastic Omnium. Plastic Omnium dit qu'en 2030, les véhicules hydrogène, il y en aura 35% qui seront pour du light duty, donc tous les véhicules légers, et 65% sera pour du camion ou du bus. Mais l'hydrogène, en fait, si c'est une si belle technologie, pourquoi il n'y en a pas partout? Voilà, ça c'est la carte européenne des stations-service à hydrogène. Aujourd'hui, elles sont où? Elles sont en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a une JV qui s'est créée entre les différents pétroliers et les énergéticiens
pour mettre en place une infrastructure. C'est unique dans le monde. Ailleurs, ça ne marche pas. Donc en France, en Italie, en Espagne, il n'y a quasiment pas de station hydrogène. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène, un, il n'est pas vert, et deux, il est plus cher que l'essence. Donc comment on résout ce problème? C'est là où Anywhere est intervenu. Donc moi, quand j'étais chez Shell, je faisais ça. Je faisais des très grosses stations poids lourds. J'ai monté les 3 premières stations de poids lourds sur Los Angeles. Ça coûte un bras, mais quand je vous dis un bras, ça coûte des dizaines de millions d'euros. Et en plus, il n'y a pas de poids lourd. Donc ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Donc en fait, le marché n'est pas là. Donc nous, on a pris le chemin inverse. On s'est dit, au lieu de chercher des économies d'échelle sur la taille des stations, on va chercher des économies d'échelle sur le nombre de stations. Donc on a fait plus petit. Donc un peu comme ce qu'a fait Tesla. Donc au lieu de faire des gros points de recharge hydrogène, on en a mis plein partout. Et en fait, du coup, on va avoir des économies d'échelle sur le nombre et pas sur la taille. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est une station qui est containerisée, qui va produire son hydrogène sur place avec de l'électrolyse, qui va le comprimer et le distribuer aux véhicules à 700 bars. Donc là, on la voit en Allemagne, on la voit en France pour la recherche de soit de véhicules de course, soit de bus, mais aussi des véhicules légers. On a testé pour différents usages et j'espère prochainement même pour des avions à hydrogène. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est comment déployer rapidement une infrastructure la plus cost compétitive à la juste taille. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc, avec un électrolyseur embarqué, un compresseur qui est exclusif et du stockage haute pression. Et on travaille énormément avec les constructeurs. Donc, tout à l'heure, on parlait de partenariat. Nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler main dans la main avec tous les constructeurs automotifs et poids lourds pour avoir la solution qui est adaptée à leur marché. Aujourd'hui, quand ils vont vouloir vendre des véhicules hydrogène, moi, je parle aux constructeurs directement. Mon sales channel est très simple. Voilà, je passe ça. Donc, au niveau historique, la boîte était incorporée en 2021. Bon, on a chopé tous les labels possibles et inimaginables. Green Tech, Deep Tech, tout ce que vous voulez. On fait partie de French Tech, on fait partie du top 10 européen. Voilà, on est accompagné par le ministère des Transports. Et on a eu la chance en fait de pouvoir lever 5 millions d'euros à la création de la boîte. Et ça a été levé sur le continent africain. On a levé 5 millions d'euros en Afrique du Sud. En plus de ça, on a réussi à avoir pas mal de support de l'État français, merci à la French Tech d'ailleurs, et à la BPI, à peu près 2 millions d'euros de subventions. Voilà. J'aime bien le voilà, parce que ça revient juste après des chiffres clés plutôt intéressants et importants. Alors, c'était un entrepreneur de Zouf ou c'était pas un entrepreneur de Zouf? Merci. Vous avez raison, hein. Le teasing était plutôt réaliste quand même. Donc la question, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui? Oui. Pourquoi la Tunisie? Bon, en plus d'être tunisien, ce qui me fait super plaisir, la Tunisie, c'est pour moi un pays stratégique pour l'hydrogène. Bon, non seulement je ne vais pas parler du people, des staffs, du staff, de la compétence technologique et autres, mais pour moi, il y a deux avantages, deux clés, 2 points de contrôle. Moi, j'aime bien appeler ça des points de contrôle. Le premier point de contrôle, c'est qu'en Tunisie, il y a des renouvelables. Il y a beaucoup d'ENR. Ou en tout cas, l'ambition du gouvernement, c'est de développer les ENR. C'est avec les ENR qu'on va faire de l'hydrogène. N'oubliez pas que l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. Ce n'est pas une énergie primaire. Donc l'hydrogène va juste permettre de transporter ces énergies primaires, les stocker et le transporter. Donc la Tunisie possède les ENR, le photovoltaïque et de l'éolien. Et en plus, le gros avantage de la Tunisie, on en parlait ce matin avec la fibre optique, il y a un gros pipeline qui passe par la Tunisie et qui va vers l'Italie. Et ce pipeline, en fait, il va alimenter ce qu'on appelle la dorsale hydrogène européenne. Donc l'Europe est en train de se faire tout un planning de déploiement de pipeline hydrogène pour alimenter l'Allemagne en particulier, les pays de l'Est et l'Europe. Et un des nœuds de ce pipe va passer par Tunis. Et ça, c'est un point de contrôle qui est stratégique. Donc, non seulement il y a les ENR, mais en plus, il y a le point de distribution.
Donc pour moi, du coup, la Tunisie peut devenir vraiment le centre névralgique de l'Afrique du Nord pour l'Europe. Voilà. Bon, du coup, voilà, rien que ça. Non, mais sérieusement, c'est hyper important. C'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'hydrogène. Donc la feuille de route tunisienne l'a bien relevée, puisque quand la Tunisie a développé sa feuille de route fin 2023, où ils estiment que, je reprends mes notes, en 2050, on compte exporter 6 millions de tonnes d'hydrogène vers l'Europe. 6 millions de tonnes, c'est énorme. Et 2 millions de tonnes qui seront utilisées localement. Donc rien que pour ça, je peux vous dire, la Tunisie attise les convoitises de beaucoup de pays. Des Allemands, d'autres pays, des Italiens. Bien sûr, moi, en tant que Français aussi, je suis très, très intéressé pour travailler ici. Moi, j'ai plein d'idées. J'ai pas assez d'argent, malheureusement, mais dès qu'il y en aura, ça va venir. Voilà. Et justement, par rapport à tous ces éléments que tu évoquais par rapport au niveau des énergies renouvelables ou stockage ou autres, est-ce que, selon toi, aujourd'hui, il y a des secteurs, par exemple, qui sont plus prometteurs que d'autres, que ce soit de l'énergie renouvelable, du stockage de l'énergie, de l'efficacité énergétique? Est-ce qu'il y a certains éléments, certaines tendances sur lesquelles il faut vraiment donner de l'attention, que ce soit en Tunisie ou ailleurs? Oui. Alors, bon, de toute façon, la première chose, comme je vous disais, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. Donc, sans les renouvelables, il n'y a pas d'hydrogène vert. Donc, il faut commencer par travailler sur les énergies renouvelables. D'abord, électrifier la Tunisie et le continent. Et avec l'hydrogène, utiliser l'hydrogène pour soit faire des carburants de synthèse, soit faire de l'ammoniac vert pour l'export ou pour les engrais fabriqués localement. Je pense qu'en Tunisie, il n'y en a pas beaucoup, mais le Maroc investit de mémoire 12 milliards d'euros pour l'hydrogène vert. 12 milliards, c'est plus qu'en France. Ils ont tout compris. Et eux, ils n'ont pas annoncé de chiffres liés à leur exportation d'hydrogène en 2050. Le Maroc, si, ouais. probablement, mais je ne le connais pas. Mais plus que ce qu'on a prévu, du coup. Mais c'est un gros fabricant d'engrais avec OCP. Exact. Donc, eux, ils sont drivés par OCP. Voilà. Donc, il y a une opportunité pour la Tunisie de se lancer sur ces nouveaux marchés. Je vois. Et là, justement, tu as évoqué les différents éléments que tu as réussi à développer avec Anywhere. Quels étaient finalement les défis? Tu disais qu'à un moment donné, par exemple, tu étais en contact direct avec les constructeurs, qu'avec eux, tu pouvais créer aussi notamment les stations de recharge qui allaient avec leur commercialisation. Quels sont les défis majeurs que tu as pu rencontrer dans le développement justement d'Anywhere? Est-ce que c'est lié à la réglementation, au financement? Bon, un peu, je pense, comme toutes les startups qui allient Deep Tech et Green Tech, le premier défi, c'est la technologie. Donc, quand on parle d'hydrogène en haute pression, l'hydrogène, déjà, c'est une molécule hyper compliquée à manier. Donc, c'est une molécule dangereuse. C'est une molécule très, très petite, donc du coup, qui se faufile un peu partout. Et en plus, on parle de haute pression. On parle de 700 à 900 bars. Donc déjà, il y a un gros problème de techno. Les technos n'existent pas. En tout cas, elles sont à leur tout début. Toute la chaîne de valeur est à recréer. Donc ça, problème technologique, c'était le premier problème. Ensuite, on a eu un gros problème de financement. On parle d'infrastructure. OK, on a levé 5 millions. OK, on a eu de la subvention. Mais je vous assure que ça part à la vitesse de la lumière. Là, je repars en levée de fonds et en fait, je suis en levée de fonds perpétuelle parce qu'on parle d'infrastructure. Malheureusement, je ne fais pas le d'IA. Alors, justement, juste après ta masterclass, il y a un atelier avec certains fonds. Est-ce que tu veux annoncer le prochain tour de table que tu souhaites faire pour peut-être qu'ils y participent? Alors, je leur en parlerai tout à l'heure. Annonce un chiffre quand même. Non, je ne vais pas. Allez, teasing! Je ne l'ai pas mis là. Non, Non, tu ne l'as pas mis. non. Mais un peu plus que 5 millions en tout cas. En fait, il faut être réaliste. Le marché, il a changé. Le marché des levées de fonds, c'est plus le même. Il y a 2 ans, on aurait pu lever facilement 15-20 millions, pas en claquant des doigts, mais assez facilement. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont hyper élevés. Il y a de la défiance technologique. On a vu que j'ai entendu ce matin que les valeurs de la green tech restaient stables. Non, elles ne restent pas stables. C'est hyper compliqué.
C'est hyper compliqué de lever en green tech. Donc voilà, c'est compliqué. Donc il faut prendre ce qu'on peut prendre. Moi, le conseil que je vous donne, c'est dès que vous pouvez prendre de l'argent, vous le prenez. Peu importe si vous allez diluer un peu, beaucoup. Ce qu'il faut, c'est aller vite. Donc, si vous trouvez un Sud-Africain, merci Sibani, qui vous donne 5 millions d'euros pour avancer, vous le prenez et vous avancez. Parce qu'il faut avancer. Aujourd'hui, la décarbonation, c'est une question de vitesse. C'est le premier qui sera là qui va gagner. Et tout à l'heure, tu as encouragé donc, les entrepreneurs tunisiens, notamment à s'intéresser davantage aux énergies renouvelables et potentiellement à la course à l'hydrogène. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui comme écosystème pour permettre justement l'évolution de start-up tournées, enfin de green tech, tournées autour des énergies renouvelables ou de l'hydrogène? Alors, il y a un mot d'ordre qui marche tout le temps, enfin, c'est même pas qui marche tout le temps, il est obligatoire. Il faut créer du partenariat. Sans partenariat, on n'y arrivera pas. Donc, que je sois chez Shell ou que je sois chez Anywhere, j'ai toujours bossé en partenariat. Chez Shell, je montais un partenariat toujours Shell énergéticien, l'État de Californie et le constructeur type Toyota. Chez Anywhere, je fais pareil. French Tech, les constructeurs que je n'ai pas le droit de nommer, et nous. S'il n'y a pas de partenariat, ça ne marche pas. On ne peut pas y arriver. On parle d'infrastructure, on parle de millions d'euros d'investissement. Donc, ces partenariats sont critiques. Voilà. Après, bien sûr, il faut allier. Nous, on allie Deep Tech et Green Tech, ce qui fait qu'on est vraiment game changer. Deep Tech, c'est quoi? C'est on repousse la technologie, on repousse les limites de la technologie. La Green Tech, c'est quoi? C'est on va orienter cette technologie vers le green. Et c'est grâce à ça qu'on va être game changer. Faire de la Deep Tech juste pour faire de la Deep Tech, c'est sympa, mais il faut un marché derrière. Est-ce qu'il faut s'appuyer un petit peu comme on l'avait vu dans la masterclass précédente sur des technopoles ou sur des écosystèmes un peu existants comme Dodot, par exemple, qui réunissent plusieurs types d'acteurs et qui peuvent servir soit pour nourrir le pipeline, soit pour industrialiser, soit pour commercialiser? Alors oui, absolument. Bon, je vais faire une réponse poétiquement correcte, mais après, je vais vous donner aussi. Oui, il faut bosser avec la R&D. En fait, il y a deux types de partenariats avec la R&D. Il y a le type un peu français où le CEA ou le CNRS développe une technologie et puis une boîte, un spin-off se crée et puis on va développer une startup et on va avancer. Et il y a le modèle un peu plus américain où le gouvernement identifie une techno et dit bon, ben, on monte tout de suite un partenariat. Donc c'est typiquement le NREL, le DOI, vont mettre un paquet d'argent sur la table, ils font un appel à projet et le meilleur industriel qui répond à l'appel à projet bon, ben, gagne le partenariat, les subventions et on y va. Après, pour les startups, c'est un peu plus compliqué parce qu'une startup, elle ne peut pas tout faire en même temps. Donc, c'est là où il faut bien mesurer les ressources. Est-ce que c'est le moment de bosser avec un laboratoire de recherche ou autre? Parce que quand on fait ça, on ne fait pas de business. Quand on fait ça, on ne fait pas de levée de fonds. Donc, il faut vraiment, ça va dépendre un peu du métier et de ce qu'on fait. Si on fait vraiment de la deep tech, on fait vraiment de la deep tech. Ouais. Moi, je fais de la deep tech, mais je fais surtout de la green tech. Donc, je ne veux pas aujourd'hui passer trop de temps à discuter avec des laboratoires de recherche parce que ce n'est pas la même échelle de temps. Moi, il faut que j'aille vite. Mais l'unité mobile que tu montrais tout à l'heure pour la station de recharge, ça, c'est issu de quel type de collaboration? Est-ce que c'est une production tunisienne, c'est une production française? Comment ça a été conçu? C'est une production française. D'une manière générale, donc mon bureau d'études est en France. Ouais. Donc j'ai le siège à Paris et l'usine qui est à Lyon. Le bureau d'études est en France. On a monté une équipe d'une quinzaine de personnes déjà. On achète au maximum de composants locaux, français. Maintenant, il n'y a pas tout en France. Donc, on achète certains des composants critiques aux États-Unis, en Allemagne. Mais j'espère à partir de demain, je vais avoir 5 personnes qui ont bossé pour nous en Tunisie pour travailler sur tout ce qui est contrôle commande et automatisme. Schéma électrique. Merci. Et en fait, l'idée, c'est de monter en puissance en compétences
Je ne dis pas qu'on va faire du manufacturing encore en Tunisie, mais en tout cas, certaines ressources, typiquement, toutes ces ressources IT, dessin technique, schéma électrique et autres, elles sont absolument disponibles ici. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que je vais bosser avec une boîte française que le travail va être fait en France, malheureusement. Souvent, ils sous-traitent le travail en Asie ou ailleurs. Ben, allons directement à la source et travaillons directement avec la Tunisie. Top. Justement, je me demandais quand est-ce qu'allait arriver la Tunisie sur la carte de l'hydrogène. Donc, tu envisages de pousser davantage la collaboration, en tout cas la création du pont entre la France et la Tunisie avec cette première équipe. Est-ce que dans le cadre de ta prochaine levée, tu as des perspectives un peu plus grandes en termes de recrutement de ressources en Afrique de manière globale, pas forcément sur la Tunisie, ou tu n'as pas encore mis ça sur ta carte? Je ne te tire pas du tout les verres du nez. Hein. Ouais, mais je vois depuis tout à l'heure, entre la levée de fonds, ma stratégie et autres, c'est compliqué. J'avoue, j'ai des idées, mais ce n'est pas encore mûr. D'accord. Donc aujourd'hui, on pivote dans une startup, on pivote tous les jours. Donc un jour, on va dans une direction et puis le lendemain, ben, il faut pivoter un petit peu. Donc j'ai plan A, plan B, plan C. Ouais. Donc il y a des plans d'industrialisation en Europe, il y a des plans d'industrialisation aux États-Unis. Il y a aussi des programmes de recherche à moyen terme qui sont autour de l'intelligence artificielle. Pour nous, l'intelligence artificielle peut devenir un enabler incroyable pour l'hydrogène ou pour l'énergie d'une manière générale. Imaginez demain qu'on mette de l'IA dans notre station hydrogène, l'électrolyseur va se mettre en marche quand il y a du soleil. Il va s'arrêter quand il n'y en a plus. Le compresseur va se mettre en marche quand il va savoir que c'est l'heure de pointe, les gens vont venir se refueler parce qu'ils vont partir en week-end, il y a un week-end prolongé. Donc, on commence à comprimer. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Ça pourrait être fait ici, par exemple. Donc, il y a plein d'outils d'intelligence artificielle qui peuvent très, très bien être faits ici. Un autre exemple, c'est la maintenance préventive. Je récolte des gigas de données sur mes stations. Quasiment toutes les millisecondes, j'ai une data. Ces data, il va falloir les interpréter et établir justement un plan de maintenance adapté. Donc, comment on fait ça? J'imagine très bien l'intelligence artificielle commence à me dire, Hichem, il y a un problème sur ton électrolyseur, il va falloir faire un petit peu de maintenance préventive parce que ça risque de clasher. Voilà, c'est tout ça, mais bon, malheureusement, on n'est que 15. On ne peut pas tout faire, mais voilà, j'adorerais faire ça. Et justement, tu évoquais le fait que tu avais développé Anywhere et que tu t'étais lancé sur ce projet après plus d'une quinzaine d'années, que ce soit au sein de Total, Shell, etc. Est-ce que quand tu encourages, par exemple, les entrepreneurs tunisiens à creuser un peu le sillon des énergies renouvelables, tu leur recommandes d'abord de passer par le même schéma que le tien, à savoir engranger un certain réseau et un certain nombre d'expériences au sein des entités concernées par ce domaine? Ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, à la vitesse à laquelle va le monde, on a la capacité aujourd'hui en tant qu'entrepreneur en Tunisie de pouvoir lancer une green tech, que ce soit dans les ENR ou non, sans forcément passer par le salariat ou par on va dire, une entité où on va essayer de d'abord développer un réseau et ensuite se lancer? Alors, pour moi, j'ai suivi le sillon traditionnel, français. J'étais très bon en maths, très bon en physique. J'ai fait ma classe prépa, j'ai fait mon école d'ingénieur, j'ai fait ma deuxième école d'ingénieur. Je suis parti au Canada, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et j'étais pris chez Total et puis bam. Voilà, je gagnais bien ma vie, j'avais un bon travail, je voyageais en business, c'était génial. Donc voilà. Et puis à un moment, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, ben, il est temps d'y aller. En fait, j'ai toujours eu cette envie d'être entrepreneur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec toute cette création disruptive, on peut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce parcours? Moi, je sais que si je n'avais pas fait ce parcours, Anywhere ne serait jamais à ce niveau-là en 3 ans. Parce que je connaissais tous les constructeurs, les Toyota, les Stellantis, tout l'écosystème des subventions européennes. Parce que là, c'est un point aussi qu'il faudra que vous regardiez ici. C'est que ce n'est pas parce que vous êtes en Tunisie que vous n'avez pas droit aux subventions européennes.
il y a des subventions européennes pour l'Afrique du Nord. Alors justement, est-ce que tu aurais des mécanismes ou des outils à citer sur lesquels on devrait peut-être porter plus d'attention si on souhaitait se lancer dans ce domaine-là? Tu citais les labels tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres organes qu'on doit regarder d'un peu plus près si on s'intéresse à cet univers? Alors déjà, encore une fois, vous ne pouvez pas y arriver seul. Donc il vous faut un fief. Ce fief, aujourd'hui, c'est la Tunisie. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de rencontrer des gens de French Tech. Profitez-en parce qu'ils vont pouvoir vous appuyer, vous aider, vous ouvrir peut-être la porte à d'autres sociétés françaises qui vont pouvoir faire des partenariats. En gros, comment ça se passe, les subventions européennes ou nationales? Au monde des écosystèmes. Un grand groupe, Total, a identifié une start-up ou une technologie et cette start-up peut apporter une solution. Ce groupe européen va acquérir des subventions européennes et va les redistribuer après aux sociétés tunisiennes. Donc, il faut vous faire connaître. Donc, pour ça, il y a des matchmaking qui sont organisés par l'Union européenne pour les subventions. Donc, je vous invite à aller regarder toute la liste de subventions européennes. Hein. Allez-y. D'ailleurs, French Tech organise des sessions de financement. J'imagine que vous pouvez y participer. C'est très, très utile. Il y a des dizaines de millions d'euros qui sont disponibles. Oui. Ça dépend déjà, ça dépend de l'appel à projet et ça dépend comment vous vous situez. Si vous vous situez en tant que bénéficiaire de subventions, c'est compliqué. Par contre, si vous êtes partenaire, la société européenne va avoir les subventions, par contre, va vous rémunérer. Par contre, il y a des subventions aussi qui sont allouées à l'Afrique du Nord. Directement, il y a 20, 30, 50 millions d'euros par an. Et ça, il faut y aller. Il faut y aller. Et là, appuyez-vous bien sur French Tech et faites-vous connaître au matchmaking. Apportez vos solutions. Si on ne vous connaît pas, et ça apporte des points. Quand un grand groupe travaille avec une PME ou une start-up, ça apporte des points pour gagner des subventions. Oui, parce que c'est un ref check important aussi quand on répond à l'appel à projet. Et du coup, par rapport à tous les éléments qu'on a vus, alors merci déjà pour ce témoignage. Je vais arrêter mon interrogatoire. Je sens que je t'embête avec mes questions. Non, tu m'embêtes pas. J'en ai plein d'autres, hein, t'inquiète pas. Mais je vais arrêter le supplice maintenant. Je vais te proposer de faire peut-être un mot de conclusion. Et après, si tu le souhaites, on prendra une ou deux questions dans le public. Si tu devais laisser un message clé autour de la deep tech, de la green tech, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, c'est ce qu'on a entendu plein de fois tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un nouveau monde. Que ce soit dans l'IA, dans la deep tech, même dans la green tech. La Tunisie a des points de contrôle qui sont stratégiques, que moi j'appelle le jeu de Monopoly, c'est qui possède la rue de la Paix, et la Tunisie possède la rue de la Paix parce que vous avez les ENR et vous avez l'accès aux pipes. En fait, déjà, rien qu'avec ça, vous avez déjà un bon levier. Vous avez de la formation, vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez allemand, vous parlez italien. Vous avez tout. Donc, lancez-vous, c'est compliqué. L'accès au financement est compliqué. Il faut vous appuyer encore de la French Tech et d'autres. Il y a des organismes type Breakthrough Energy, le Google Sustainability Program. Donc là, il faut que je le rajoute dans les labels. On a été pris la semaine dernière par Google pour être accompagné au niveau de l'intelligence artificielle par Google. Donc ça, pour nous, c'est extraordinaire. Voilà, il faut regarder et il faut y aller. C'est compliqué, il faut être résilient. Par contre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on est une start-up, il faut de l'argent. Donc, il faut y aller. Ça marche. Merci beaucoup, Hichem. Alors, à nos fervents soldats qui restent avec nous encore jusqu'à cette heure-ci, est-ce qu'il y a des questions sur l'intervention, le témoignage de Hichem ou de Anywhere? Moi, je vais commencer aussi par une question. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont impliqués dans l'hydrogène? C'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel. Il y a un énorme potentiel. Il y a beaucoup de place à prendre. Alors, il y a une question par ici. Si vous pouvez... Ah, c'est une conférence. Non? Masterclass.
Non, non. Déjà, merci Hichem de partager avec nous tout ça parce que je pense que c'est touchant. Moi, personnellement, en tant que Tunisien, de nous donner comme ça des pistes, des idées, des axes pour, euh, pour À exploiter. exactement. Donc, vraiment, votre ouverture d'esprit est vraiment top, quoi. Merci. Voilà. Oh, c'est Merci. mignon, bravo. Il y a d'autres masterclass de ce style, moi je prends. Hein. Il y a d'autres Ah, c'est une question. Non, non, pas de souci. Ça arrive, le micro arrive. Non, je le vois qu'il ça va. Dans le calto. Donc, non, vous avez parlé tout à l'heure de délocaliser une partie de vos activités ici, mais pas la production. Pourquoi on manque de savoir-faire? Enfin, Alors, c'est pas forcément un manque de savoir-faire. Il y en a, clairement. Manipuler de la soudure de pipe à hydrogène, même en France, il y a peut-être 5 boîtes en France qui savent faire. Donc la technologie, elle est très compliquée à maîtriser. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, au niveau de maturité de ma société, je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Donc j'y vais progressivement. Bon, je suis franco-tunisien, mais d'un autre côté, la Tunisie, je ne la connais pas super bien. Donc c'est aussi pour moi une façon de tester l'écosystème et comment je vais travailler avec les Tunisiens. Yeah. Donc il faut que j'y aille progressivement, malheureusement. J'aimerais bien tout faire. Non, rien n'est exclu. Moi, je vous avoue qu'il y a des grands groupes qui m'ont dit, Hichem, à ton niveau de maturité, maintenant, exporte-toi. Des grands groupes français, hein, ils m'ont dit, va au Maroc. J'ai un peu plus de mal. Je préfère venir ici. Très très bonne dernière phrase. Je pense qu'ils n'ont pas très bien entendu. Si tu peux la répéter, ça va les piquer un peu. Non, je pense qu'ils ont bien entendu. Vous avez entendu le fait qu'il a choisi la Tunisie par rapport au Maroc ou... Nous saluons nos amis marocains qui sont en ligne avec nous, bien sûr. Mais c'est toujours mieux quand des personnes de la diaspora, justement, reviennent investir en Tunisie. Donc, bravo, bravo et merci, Hichem. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de passer au dernier atelier de la journée? C'est tout bon pour vous? Eh bien, merci beaucoup, Hichem. Bravo. Merci.